Je vais vous parler donc d'un exemple de mauvaise conception scientifique dans le domaine de la biodiversité et de l'évolution. Alors on pourrait presque, si on allait dans ce sens-là, si on en faisait vraiment un ensemble de cours, on pourrait parler de dissonance cognitive, on pourrait parler de psychologie évolutionniste. Là, moi, mon propos n'est pas celui-là. Hein. Mon propos est tout simplement de vous montrer que dans notre cohabitation avec des thèmes de recherche, quand on essaye de les aborder, on a des espèces de manières de voir le monde, des biais de perception, des biais de raisonnement qui nous influencent. Donc je vais simplement vous donner quelques exemples dans le domaine de l'étude de la biodiversité, que vous pouvez d'ailleurs transposer à d'autres sujets. Donc les origines des conceptions erronées, donc j'ai essayé de les classer par un grand nombre, par quelques catégories qui sont un petit peu intelligibles de manière générale. On va les voir après chacune en détail. Hein. Alors tout d'abord, la réification des concepts. Je vais vous donner un exemple. Quand on prend une création de l'esprit pour quelque chose de réel, hein, finalement c'est ça, un concept c'est créé par notre esprit, et si on lui donne matière à existence dans le monde réel, ben on réifie ce concept. Et donc avec l'exemple de la notion d'espèce dans le vivant, également avec avec l'exemple d'une dichotomie qui est assez classique, dont vous avez forcément entendu parler, entre génotype et phénotype. Alors ensuite, la manière, ce concept, même si c'est une création intellectuelle, on peut en fait l'utiliser tout simplement comme ce qu'il est, hein, c'est-à-dire une sorte de raisonnement avec des dénominations, hein, des vocables, et puis après, on se rend compte que dans l'usage que les scientifiques en font, par rapport à la définition originelle, ou en tout cas la définition communément acceptée, il y a des glissements de sens, et souvent ces glissements sont problématiques également. Puis enfin, il y a aussi des concepts qui sont dits relatifs. On a tendance à être à la recherche un peu d'absolu, hein, de manière intuitive. Quand on a une démarche scientifique, on voudrait aller vers aller vers l'essence des choses, aller vers des catégories qui transcendent les disciplines, des raisonnements qui transcendent les cultures, etc. C'est un peu naïf d'une certaine manière, hein, les philosophes le savent bien, et il y a plusieurs concepts justement qui de ce point de vue-là sont relatifs, et en règle générale on fait l'impasse sur ça, tout simplement. On n'utilise pas des locutions compliquées en disant j'emploie ce concept dans tel contexte par rapport à tel référentiel et pas par rapport à une échelle totalement différente. Donc là encore deux exemples, l'adaptation, l'endémisme. Et puis enfin, les modèles implicites d'évolution. Alors l'évolution biologique, c'est quelque chose d'un peu difficile à percevoir et à comprendre, tout simplement parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. Hein. Si je vous dis faites-moi un dessin sur un tableau ou sur un ordi de la notion d'évolution, vous allez avoir du mal. Si vous tapez sur un moteur de recherche quelconque le mot évolution biologique, en anglais, en français, peu importe, vous allez voir apparaître ce fameux schéma gradiste où on voit le chimpanzé, une série d'hommes préhistoriques, et puis au bout, l'homme moderne, éventuellement armé d'une sagaie ou d'un ordinateur, quoi, hein. Voilà. Et ça, on va le voir, c'est une représentation qui est pleine d'idées implicites fausses. Et surtout, le problème, c'est qu'on a du mal à lui substituer une représentation correcte. Alors bien sûr, la représentation, elle peut être plus compliquée qu'une simple image, hein, mais c'est bien tout l'enjeu de l'étude de l'évolution. Et puis ensuite, à la fin, simplement, armé de ces différents exemples, on verra quelques principes de base pour essayer de dépister ces mauvaises conceptions et puis de pas y être sujet. Alors, je commence tout de suite avec la réification des concepts. Là, je vous ai mis en illustration un petit dessin qui a été beaucoup commenté, un tableau de Magritte, vous savez, ce peintre qui a fait des tableaux qui ressemblent à chaque fois à des petites pirouettes intellectuelles, des petites plaisanteries, mais qui en réalité sont assez subtiles et profondes. Et sur ce tableau, vous voyez une peinture à l'huile d'une pipe, et puis en dessous, la légende « Ceci n'est pas une pipe ». Et à tel point, d'ailleurs, ce tableau a inspiré Michel Foucault, qui est très apprécié dans les cercles intellectuels, y compris à l'étranger. D'ailleurs, Magritte était un peu vexé parce que Foucault en a fait un petit bouquin qu'il a publié sans jamais rien dire au peintre, bon, qu'il considérait un petit peu comme
un idiot utile, quoi. Mais toujours est-il que moi je trouve très intéressant ce tableau parce que ça vous permet de comprendre justement ce que c'est que la réification du concept. Là, ceci n'est pas une pipe, bah oui, c'est un tableau d'une pipe. Hein. C'est un dessin avec une peinture à l'huile d'une pipe. Donc là, effectivement, si on mettait en bas « ceci est une pipe », personne ne réagirait. Hein. On penserait, bah oui, le dessin désigne une pipe. En réalité, ce que l'on observe là, en tant que scientifique, mais en tant que personne humaine, c'est un dessin de pipe. Et donc la réification, c'est ça, c'est-à-dire prendre le concept pour la réalité. Donc prendre ses désirs pour des réalités. Hein. Et donc l'imaginer réel, alors évidemment la perception du réel, on peut dire là encore qu'elle est, elle est imparfaite. Hein. Ce que l'on voit du réel, c'est ce que nos sens nous disent. On va le voir avec la notion d'espèce, c'est probablement l'exemple le plus classique, le plus banal, mais finalement celui auquel on pense jamais, de tout ce qui est justement réification. Si je vous demande, si on était dehors, là, et puis il y a une pelouse à côté, et je vous demande, en montrant cette fleur jaune, là, qu'est-ce que c'est? Puis vous répondrez probablement tous, c'est un pissenlit. Ou s'il y a un botaniste parmi vous, il va utiliser la nomenclature binominale et puis désigner cette plante avec un nom, un binôme latin, Taraxacum officinale. Alors là, sans le vouloir, vous avez utilisé la notion d'espèce, que ça soit avec un nom vernaculaire, hein, le pissenlit, ou que ça soit avec un binôme latin. Et en plus, c'est compliqué parce que pour ceux qui sont un peu déjà dans ce domaine-là, vous avez un nom, Taraxacum officinale, vous avez un taxon, c'est-à-dire la description qui a été faite au début des caractères de ces organismes. Et puis en plus, après, vous avez des études de biologie des populations, de biologie de l'évolution, hein, qui vont essayer de circonscrire la réalité biologique de cet ensemble d'individus qui se ressemblent et qu'on a décrit dans le taxon et auquel on a donné un nom. Donc en fait, vous avez 3 éléments côte à côte. Toujours est-il que là, quand on utilise un nom, implicitement, on fait référence à une notion d'espèce, même si elle est très imparfaite. Hein, imaginons que personne n'ait jamais travaillé sur le pissenlit, hormis un taxonomiste au XIXe siècle qui lui a donné un nom. On ne saurait absolument rien de sa cohérence génétique ou phylogénétique. Mais par contre, on pourrait malgré tout, dans un désir de communication, le dénommer, hein, et échanger entre nous en disant voilà, ça c'est un pissenlit. Or, ce que l'on voit ici, quand on se penche sur une pelouse, c'est pas un nom, c'est pas un taxon, c'est pas une espèce, c'est un individu évidemment. Hein. On ne voit pas une espèce. Si vous regardez par la fenêtre, si vous regardez dans la nature quand vous êtes dehors, vous ne voyez pas d'espèces, vous voyez des individus. Et encore, vous les voyez imparfaitement. Là, vous allez voir cette fleur, vous n'allez pas voir les organismes qui lui sont associés. Les champignons microscopiques, ceux qui sont liés à ses racines, les bactéries qui sont à la surface des feuilles, etc. Tout ce qui est microscopique, voire même des fois ce qui est macroscopique, mais auquel on ne prête pas attention, vous n'allez pas le voir. Donc en réalité, nos sens sont imparfaits, mais en plus que nos sens, là, c'est vraiment notre compréhension du sujet. On ne voit pas d'espèce. L'espèce, c'est un concept, et en réalité, ce que l'on voit, ce sont des individus. Et quand on les dénomme avec des noms, quand on les identifie avec des taxons, ou quand on circonscrit leur délimitation avec la notion d'espèce, en réalité, en fait, on conceptualise une situation qui supposerait un grand nombre d'observations. Donc ça, il faut s'en rappeler, parce qu'en biologie, finalement, en permanence, on fait référence à du vivant, et en permanence, on a cette limitation, hein, qu'il s'agisse d'un organisme fossile, qu'il s'agisse d'un animal modèle au laboratoire, ou qu'il s'agisse d'un organisme qui vit dans le milieu naturel, qu'on étudie dans le milieu naturel. À chaque fois, on va se trouver confronté à ces difficultés. On va utiliser un nom en faisant le raccourci sur tout ce qu'il y a derrière. Et surtout, on ne va pas observer ce nom ou cette espèce, on va observer en réalité un individu. Donc c'est vraiment important, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de la biodiversité, c'est un sujet sociétal très important. Il y a des domaines dans lesquels la société est appliquée. En biologie de la conservation, évidemment, quand on dit on va conserver telle espèce parce qu'elle est rare, elle est emblématique, elle est importante au plan fonctionnel, etc. De la même manière, ce qu'on va conserver, c'est pas l'espèce, ce qu'on va conserver, c'est des individus qui se trouvent dans tel ou tel territoire géographique. Et puis on espère que ça va contribuer à la conservation d'un ensemble plus large. Donc on a vraiment aujourd'hui, y compris par exemple quand on fait de la science participative et qu'on implique des citoyens dans une démarche d'observation,
il faut que ça soit clair aussi que ce qu'on leur fait observer sont des individus et que chaque observation, elle peut avoir une grande valeur, mais elle est tributaire d'un référentiel de dénomination, de taxonomie et de description d'espèces qui est indépendant de l'observation, qui est préalable à l'observation. Ce qui veut dire aussi que ça qualifie quelque part une observation. Si une observation est faite par rapport à un référentiel qui est très mauvais, imaginez qu'on parle d'une espèce d'insecte, un petit papillon, un micro-lépidoptère qui a été décrit une fois par un Hongrois en 1930 et puis plus jamais observé depuis, mais qui s'avère être présent dans certaines, par exemple, prairies calcaires en France. Évidemment, l'utilisation de ce nom présupposerait qu'on a beaucoup plus de connaissances en réalité que ce sur quoi on se base, quoi. Et là, ça peut poser des problèmes, parce que cette réification vous amène à donner une valeur excessive à une observation qui est basée sur un référentiel qui gagnerait à être perfectionné. Un autre exemple de réification, c'est à propos de la dichotomie génotype-phénotype. C'est une dichotomie qui est artificielle. Vous savez tous les définitions d'un génotype, d'un phénotype. Un génotype, c'est donc la composition allélique de tous les gènes d'un individu. Le phénotype, c'est l'ensemble des traits observables d'un individu. Et si on... comment dire, c'est un peu le même dilemme qu'avec structure et fonction. Si... en règle générale, dans le langage commun et dans l'expérience commune, notamment des gens de ma génération, phénotype, c'est ce qu'on voit, je dirais presque à l'œil nu, pour être un peu approximatif. Et puis le génotype, c'est ce qui nécessiterait soit de la biologie expérimentale, soit des moyens d'observation supplémentaires, microscope, stéréomicroscope, etc. En réalité, la dichotomie, elle est sur est-ce qu'on parle d'une partie, d'une propriété du génome en termes de composition, ou est-ce qu'on parle de l'apparence d'un individu, y compris par exemple son comportement, qui fait aussi partie du phénotype. Mais si on essaie de creuser ça, on se rend vite compte que la dichotomie, elle est un peu artificielle, parce qu'un gène ou une partie du génome, on pourrait se dire quelque part, c'est aussi un trait, ça fait aussi partie du phénotype. Et finalement, c'est une définition, la plupart du temps, de manière empirique, elle est basée sur un niveau d'organisation de la matière, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on regarde les acides nucléiques ou est-ce qu'on regarde une partie d'un organisme, partie anatomique, partie comportementale, mais un peu plus macroscopique. Donc en fait, on a cette vision un peu naïve du génotype qui code pour le phénotype, avec tout le danger que ça comporte, parce que c'est pas un codage bijectif simple. Quand un gène, vous le savez bien, quand il est exprimé, il va permettre à une protéine d'être synthétisée. Et tout ça va passer à travers le filtre de tous les cellules qui participent au tissu, aux corrélations entre les tissus, au développement de l'individu, à sa capacité à exprimer effectivement cette protéine à un moment donné. Et puis cette protéine, parmi des milliers d'autres, dans une cellule humaine, il y a 3 ou 4 000 types de protéines différentes présents en millions d'exemplaires. Vous voyez, donc à la fin, quand on arrive à un trait du phénotype, en fait, on a déjà un assemblage au plan logique d'une quantité de phénomènes qui se sont passés au niveau du génotype qui sont absolument phénoménales, quoi. Donc la dichotomie génotype-phénotype, c'est une dichotomie intellectuelle qui est souvent mal exprimée. Et dans la réalité, dans le monde réel, c'est pareil. Vous ne pouvez pas tracer une ligne entre les deux concepts. Donc de la même manière, là, on a affaire à quelque chose qui, à l'origine, était simplement une facilité de langage et de raisonnement. Et dans pas mal d'écrits, on se rend compte que c'est pris pour une réalité matérielle. Et évidemment, là, on se trompe. Alors, si on voit justement, là, j'ai commencé un peu à aborder cette espèce de glissement qu'il y a, parce que le problème, c'est pas seulement, quelquefois, de prendre ses désirs pour des réalités, de croire qu'un concept existe réellement, et puis de le prendre comme un implicite qui est déjà démontré, mais souvent aussi ce qui se passe, c'est que le concept, son usage change depuis sa définition. Encore une fois, même si la définition est une définition qui est jugée correcte et qui est communément admise par la communauté, je ne parle pas d'une définition qui serait ancienne et qui serait désuète. Et donc l'usage, en fait, c'est ce que l'on en fait dans le monde courant, voire le monde scientifique. Et quelquefois, il y a un glissement important qui s'opère. Ça peut même aller à la fin jusqu'à faire cohabiter sous un même vocable plusieurs notions différentes, ce qu'on appelle la polysémie. Alors là, je vous ai mis l'exemple du chat, là, moi que j'aime bien. J'y pense à chaque fois que je regarde un plan quelque part.
Voilà. Vous voyez la flèche sur le plan qui vous dit vous êtes ici, et le chat répond les nouvelles vont vite. Et en fait, là, il y a un glissement entre la représentation de l'endroit où on est et puis la localisation d'un individu qui se trouve devant le plan. Alors pour être plus précis, par exemple, je vous donne l'exemple de la définition de la diversité biologique. Vous savez que la diversité biologique, c'est un mot qui est apparu dans les années 80 avec plusieurs scientifiques qui l'ont d'abord exprimé de manière développée, diversité biologique, puis ensuite de manière contractée, biodiversité. Ça a été un peu sanctifié par un volume dont le coordinateur était Edgar Wilson, un prof de l'université d'Harvard bien connu, qui a publié un volume sous l'égide de l'Académie des sciences des États-Unis. Donc c'était vraiment la consécration du terme. Et en fait, c'était réintroduire dans la notion de vivant le fait que tous les organismes ne sont pas pareils, tout simplement, ce qui est extrêmement important et qu'on avait oublié avec la biologie générale du début du siècle, qui s'est énormément développée et qui regardait surtout des organismes modèles. Et donc il y a eu, vous savez, cette fameuse conférence sur la diversité biologique dans laquelle, en fait, la Convention sur la diversité biologique, un document juridique, a été ouverte à la signature par 190 pays, qui est maintenant signé par presque 190 pays. Et donc là, on est devant une définition qui est juridique quelque part, mais qui évidemment est présumée avoir une valeur scientifique correcte. Et donc vous voyez la définition, variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont il faut partie. Ça comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. Donc en fait, c'est une définition, comme diraient les anglo-saxons, en termes de pattern, de patron, de structure, une définition structurelle, autrement dit. Moi, j'ai mis en rouge des mots qui vraiment aident à comprendre, qui ne sont pas simplement des modificateurs géographiques, parce qu'évidemment, la biodiversité, elle est dans l'eau, elle est sur Terre. Mais voilà, on parle de variabilité, et on voit qu'il y a différents niveaux d'appréciation au sein des espèces, entre les espèces et au niveau des écosystèmes. Donc ça veut dire, par exemple, si on essaie d'expliciter ça, la diversité génétique, la diversité spécifique, et puis voilà, la manière dont ces espèces, après, dont cette diversité s'assemble au sein des différents écosystèmes sous différents régimes climatiques ou géographiques. Et vous voyez, dans cette définition, qui paraît très large, on a l'impression que c'est assez réaliste, et puis en même temps, il n'y a pas il n'y a pas d'éléments dans ces définitions qui prêtent à controverse, mais il y a un grand absent, c'est l'origine de cette diversité. C'est-à-dire que finalement, là, quand on dit ça, c'est une définition structurelle, c'est pas du tout une définition diachronique qui prend en compte son évolution, donc son point d'origine, et puis la manière dont elle a évolué, ou qui prend en compte même les processus écologiques. On parle des écosystèmes, donc implicitement on pourrait penser qu'on va parler à la fois des espèces et des règles d'assemblage, mais même un écosystème, vous pouvez l'étudier de deux manières différentes. Vous pouvez l'étudier de manière structurelle, c'est-à-dire que vous allez faire une liste, à la limite vous allez géolocaliser les espèces au sein d'un écosystème donné, ou vous pouvez l'étudier réellement de manière fonctionnelle en regardant la manière dont elles interagissent, ou de manière un peu plus cybernétique en considérant l'écosystème comme un ensemble. Et vous allez voir les entrées, les sorties de matière, d'énergie, etc., etc. Donc on ne parle pas de son origine, on n'aborde pas les mécanismes, et finalement ça amène à avoir un regard non évolutionniste sur la biodiversité. Donc on pourrait se dire, oui, mais on ne peut pas tout dire dans une définition qui rassemble 190 pays, qui a pour but de faire porter à toutes les sociétés humaines un regard sur le vivant qui nous entoure et sa diversité. Mais sauf que quelque part, ce qui pourrait sembler être une litote au début juridique, ça finit par devenir une manière de se comporter, une manière de l'étudier. Et non seulement la biodiversité, elle résulte d'une longue évolution, mais elle peut aussi s'adapter rapidement. Et ça, très souvent, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est complètement ignoré ou oublié. Si on parle d'évolution, encore une fois, pour le commun des mortels, c'est un grade du chimpanzé à l'homme, ou c'est une image de dinosaure, ou une image d'homme préhistorique. Mais très souvent, quand on parle d'évolution, on oublie tous les phénomènes d'adaptation, ou tous les phénomènes de variation génétique qui se passent à l'échelle de quelques générations, comme l'antibiorésistance ou la résistance aux pesticides, ou bien d'autres exemples d'adaptation.
Alors, récemment, il y a eu un très très bel article, il y a 2-3 ans, 3-4 ans, publié dans une grande revue qui portait sur la forme du bec des mésanges. Je crois que c'était aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et l'équipe qui a étudié ces mésanges a montré en fait qu'après quelques années de mangeoires dans ces deux pays, comme les mangeoires il s'avère qu'elles sont différentes, ça a exercé une pression de sélection sur les populations de mésanges en question, et donc des pressions de sélection différentes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Et donc la forme du bec a changé, et ils ont étudié ce changement en regard aussi avec les gènes qui sont impliqués dans l'organisation de la forme du bec. Et ils ont également observé au sein des populations des changements génétiques qui allaient de pair avec les changements morphologiques. Donc quand on voit ce genre d'exemple, on peut se dire, bon, c'est un détail, c'est la forme du bec, mais c'est un détail extrêmement important. Finalement, c'est le genre de détail qui a permis à Darwin de comprendre pas mal de choses en regardant des pinsons avec des formes de bec différentes sur différentes îles des Galapagos. Donc vous voyez, ce regard non évolutionniste, finalement, au quotidien, moi je le vois bien, en tant que scientifique, quand on me demande de communiquer sur l'état de la biodiversité ou dans des grands médias, il faut tout le temps rappeler que la biodiversité n'est pas stable, que, évidemment, même quand l'évolution va vite en 2-3 générations, même s'il s'agit de générations de virus, ça peut aller très vite, on le voit actuellement, avec les variants du SARS-CoV-2. Mais ce n'est pas pour autant visible à l'œil nu. C'est un peu comme, moi j'utilise toujours l'exemple des aiguilles d'une montre. Si vous n'avez pas de trotteuse sur votre montre, une montre à aiguille, vous n'allez pas voir les aiguilles bouger. Et pour les voir, pour percevoir le mouvement, il faut que vous regardiez votre montre à intervalles de temps réguliers, puis vous allez voir qu'effectivement les aiguilles bougent, mais vous ne voyez pas le mouvement directement. L'évolution, c'est pareil. Et finalement, le vocable de biodiversité, vous vous rendez compte que dans beaucoup de cercles politiques, juridiques, voire même scientifiques, on fait l'impasse sur l'évolution parce que l'évolution n'est pas clairement décrite dans la définition de la biodiversité. Là, voilà l'exemple de cette publication sur l'évolution des mésanges. Moi, ça m'a paru intéressant parce que c'est pas, bon, bien sûr, c'est pas un chêne ou un éléphant. Une mésange, ça se reproduit assez vite, temps de génération est assez court, mais ce n'est pas non plus un virus ou une bactérie, et pourtant, elle évolue. Et très souvent, on se rend compte en fait que plus l'évolution, ce n'est pas forcément l'exercice d'une pression de sélection. Vous pouvez aussi bien relâcher une pression de sélection involontairement, vous apercevoir qu'un organisme, du coup, va changer. Les individus à l'intérieur d'une population qui vont mieux survivre ou avoir plus de descendance vont être subtilement différents, et ça peut aller très vite. Un autre exemple également, tiré de recherches qui ont été faites ici au Muséum, notamment par Joël Dupont et Manuela Lopez. En fait, c'est l'exemple des champignons du fromage. Bon, quand on voit un fromage, par exemple un camembert avec une croûte blanche, voire même un roquefort avec le bleu à l'intérieur, bon, on n'imagine pas que là, on a quelque chose de bien vivant sous les yeux. Et pourtant, en fait, la croûte blanche du camembert, c'est un champignon, à telle enseigne que si vous laissez votre camembert trop longtemps dans le réfrigérateur, vous allez voir cette croûte pousser, grandir. Donc vous allez dire, elle a moisi. Non, en fait, elle a grandi. Et Joël et Manuela ont montré, par exemple, qu'il y a même, c'est pas seulement, en fait, évidemment, le grand intérêt de l'industrie fromagère, c'est d'arriver à produire des fromages qui ont la même qualité organoleptique, les mêmes qualités physiques, de conservation, etc. Donc on essaie que ce soit standard. Donc pour que ça soit standard, ça serait pratique d'avoir des champignons qu'on repique, qui sont standardisés et qui ne vont pas changer en cours de route. Et ça, c'est d'autant plus possible qu'on a affaire à la reproduction asexuée. En théorie, ça garantit un peu plus ce type de stabilité à court terme. Dans la pratique, en fait, on s'est aperçu qu'il y a de la reproduction sexuée dans une certaine mesure, même à l'intérieur d'un camembert ou d'un roquefort. Voyez, donc, j'espère que vous porterez un regard différent sur ces fromages si vous en êtes amateur. Et là, ça se fait à très courte, à très brève échéance. Finalement, le Penicillium camemberti ou le Penicillium roqueforti, ce sont quelque part des organismes domestiques, et c'est nous qui avons exercé une pression de sélection et qui sommes à l'origine même de ce qui est considéré aujourd'hui comme une espèce. Voilà. Je dis bien ce qui est considéré comme une espèce, parce que là encore, ce qu'on observe, c'est des individus de pénicillium qui ont un certain nombre de caractères et puis qui se ressemblent un peu, qui sont capables de se reproduire entre eux, donc qui sont différents d'autres pénicilliums
comme ceux par exemple qui se trouvaient sur la paille sur lesquels ces fromages étaient mis à maturer, hein, et dont ils sont apparemment issus. Donc là encore, vous voyez, finalement, ça, si on prend la définition de la CDB sur la biodiversité, ça, on le loupe. Alors maintenant, on peut parler des concepts relatifs. Donc un concept, en théorie, peut s'appliquer, il a une valeur plus générale, il nous paraît plus intéressant s'il s'applique à une large gamme de situations. Si je vous parle de reproduction, de sexe, d'évolution, de pression de sélection, ce sont des concepts qui vous paraissent très importants parce qu'ils s'appliquent pratiquement à l'ensemble du vivant. Et donc on a quelquefois l'impression que ce type de concept, on n'en parle pas, on ne parle pas de leur domaine d'application tellement il est général. Hein, donc on pense implicitement, ça s'applique à tout. Alors on a déjà des surprises sur certains nombres d'exemples, parce que en fait, déjà il y a un problème qu'il faut mettre de côté, qu'on va traiter après, c'est l'anthropomorphisme. Hein. On a tendance à considérer que dans tout le vivant, il y a un sexe mâle-femelle, et puis un développement qui va de l'œuf à un adulte, etc. Si on observe la diversité du vivant, on a un peu une déconvenue, c'est-à-dire que c'est souvent plus compliqué que ça. Mais même sans parler de ce qu'on pourrait transposer de notre espèce à nous, et de celles les plus communes qui nous entourent à d'autres organismes, la plupart des concepts importants, on ne précise pas leur domaine d'application. Or, quelquefois, on va le voir, ça peut changer complètement ce que l'on dit. Par exemple, adaptation, le concept d'adaptation. Alors, il a fait couler beaucoup d'encre. Hein, il a été à l'origine mise en scène par Charles Darwin, dans la mesure où il est lié au concept de sélection naturelle. Donc l'idée tout simplement, c'est que vous avez une variation entre des individus. Cette variation peut leur conférer une capacité meilleure ou moins bonne à se reproduire, à survivre. Et si ça leur confère une meilleure capacité à survivre et à se reproduire, ces individus vont avoir plus de descendance, éventuellement qui vont dominer une population, voire supplanter tous les autres. Et de cette manière, l'organisme aura changé. L'ensemble des organismes de ce groupe auront changé. Et en fait, ça constitue, alors c'est pas Darwin qui a adopté ce terme, mais ça constitue ce qu'on a appelé a posteriori une adaptation. Donc quelque part, l'adaptation, c'est donc un caractère nouveau qui apparaît chez un organisme et qui est maintenu par la sélection naturelle. Donc si on fait un petit schéma avec un arbre phylogénétique, vous voyez ici, on a un clade dans lequel ici il y a eu un organisme, un groupe d'organismes dont l'ancêtre commun a vu un changement en termes de phénotype, en matière d'un trait là qu'on appelle A, et de sa fonction qu'on appelle 1. Voilà. Et puis, après, il y a des auteurs ultérieurs qui ont essayé de raffiner quelque chose que Darwin avait déjà dit, et qui était d'ailleurs utilisé par ses défenseurs pour défendre son point de vue. Hein. Mais évidemment, on s'est aperçu que les traits ne sortent pas de rien, du chapeau. Hein, et donc, on s'est aperçu aussi que pour un trait donné, quelquefois, vous avez plusieurs fonctions. L'exemple classique donné par Stephen Jay Gould et Elizabeth Bass, c'est les plumes des oiseaux. Ce sont des fanères qui, à l'origine, semblaient avoir un rôle de thermorégulation et, a posteriori, qui semblent avoir adopté un rôle de sustentation, hein, qui est venu s'ajouter au rôle de thermorégulation. Et donc, en l'occurrence, le trait, la plume, il a plusieurs fonctions. Alors là, sur le schéma, elles se sont succédées dans le temps, mais elles pourraient fort bien s'additionner dans le temps. Hein. Et donc, en fait, on voit bien que quand on essaye de formaliser un peu ça, notamment sur un arbre phylogénétique, c'est qu'aucun caractère n'apparaît à partir de rien. Hein. Il est bien sûr la modification d'un caractère antérieur, hérité d'un ancêtre commun. Et son usage lui-même, il est modifié à partir d'un usage antérieur ou enrichi à partir d'un usage antérieur. Et donc, quand on parle d'une adaptation comme une nouveauté, ce qui est la manière classique de le considérer, quelque part, c'est un peu simpliste. Hein. C'est une nouveauté, certes, mais à partir de quelque chose de préexistant. Et surtout, on voit, quand on essaye de retracer ça au plan évolutif, au plan macro-évolutif, hein, on voit que c'est relatif à un point donné dans les relations de parenté. Par exemple, une adaptation est liée à un nœud dans un arbre phylogénétique, par exemple les mamelles, les mammifères, etc.,
Donc il y a vraiment des moments où cette innovation, alors évidemment ce n'est pas un moment au sens temps chronométrique du terme, mais c'est un moment en termes de position dans la structure de parenté entre des organismes où ce changement se fait. Donc en fait, quand on parle d'une adaptation, on devrait toujours parler d'un moment particulier. On ne devrait pas dire tel caractère est une adaptation, on devrait dire tel caractère de tel groupe d'organismes est une adaptation. Sinon, on va généraliser, finalement, on va, par exemple, si on parle de la lactation chez les mammifères, en disant c'est une adaptation, en disant, par exemple, voilà, imaginons qu'on observe une espèce de mammifère, puis on regarde la relation qu'il y a entre la variation de composition du lait, ou la durée, par exemple, de l'allaitement, et puis la survie des jeunes. Puis on s'aperçoit qu'aux surprises, un lait plus riche nutritivement ou qui est fourni aux jeunes plus longtemps va augmenter leur chance de survie. Et donc on va en conclure que ça a effectivement une valeur adaptative et que c'est vraisemblablement sélectionné, etc. Et en fait, ce faisant, si on ne dit pas où on a observé ça, si on ne se réfère pas au référentiel, si on a observé ça chez un mammifère, si on ne se réfère pas à ce référentiel évolutif, finalement on va faire l'impasse sur le fait que ce n'est pas n'importe quel lait dans n'importe quelle situation. Le lait, il y en a aussi qui est apparu par exemple chez des insectes à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de formes de nutrition précoce dans les relations parents-jeunes dans pas mal d'organismes vivants. Voilà. Donc en réalité, si on veut généraliser, on va devoir à chaque fois être précis sur de quelle nouveauté on parle pour quel groupe d'organismes. Vous voyez, donc ça, c'est un concept relatif. Un autre exemple, c'est l'exemple d'endémisme. L'endémisme, c'est le fait d'être pour un organisme d'être restreint à une zone géographique donnée. Et on peut vous dire, en parlant d'une espèce, qu'elle est endémique, par exemple, de la région Pacifique. C'est vaste, hein, c'est gigantesque. Et on peut vous dire qu'elle est aussi restreinte à un archipel, par exemple la Nouvelle-Calédonie, ou qu'elle est restreinte à une montagne à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Là, je vous ai montré l'exemple d'un grillon que des collègues et moi-même avons étudié en Nouvelle-Calédonie, une radiation évolutive qui se trouve sur cette île. Donc, si on veut généraliser le propos, on peut dire de manière un peu imprécise, oui, ces grillons-là, on les trouve que dans le Pacifique. Si on parle à des gens qui n'étudient pas le Pacifique, ça permet de fixer un cadre. Mais évidemment, c'est complètement imprécis. En réalité, là, si on prend une espèce particulière du genre Agnotechus qu'on a étudié, là, évidemment, il ne se trouve pas dans tout le Pacifique. Cette espèce-là, elle va se trouver uniquement sur une petite montagne dans une des îles d'un archipel du Pacifique. Donc vous voyez, c'est un concept relatif, et là encore, si on ne précise pas le niveau d'endémisme, on fait une énorme approximation, et ça change complètement la donne. Par exemple, si on s'adresse à quelqu'un qui essaie de conserver la biodiversité en Nouvelle-Calédonie et de formuler des recommandations en termes de limites de parcs naturels, etc., c'est complètement différent si une espèce est répandue de la Nouvelle-Calédonie à l'île de Pâques, sur n'importe quel îlot pacifique, ou si elle est présente uniquement en Nouvelle-Calédonie, ou sur une montagne de Nouvelle-Calédonie particulière. Et là, en plus, dans ce groupe d'organismes-là, on s'est aperçu que finalement, l'aire de répartition augmentait avec l'âge des espèces. C'est-à-dire que quelque part, les espèces dans ce groupe-là ont tendance à agrandir leur aire de répartition petit à petit. Plus elles sont anciennes, finalement, et ça provoque d'ailleurs des sympatries secondaires, parce qu'à force d'agrandir respectivement leurs aires de répartition, elles finissent par se superposer. Donc là encore, c'est relatif, et vous verrez que dans le langage courant, y compris même dans des écrits scientifiques, très souvent, cette relativité est complètement passée sous silence. Je reviens, pardonnez-moi, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la réification des concepts et du fait que la biodiversité peut évoluer, c'est d'autant plus important de considérer ça que, en fait, les espèces en plus ne sont pas autonomes. Tous les animaux ont des microbiomes, tous les organismes ont des symbiotes, la plupart des arbres sont mycorhizés, etc. Et donc, vous voyez, quand on regarde la biodiversité, quand on regarde
et quand on observe, par exemple, ce que l'on appelle une espèce, en réalité, ce que l'on observe, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on veut bien dire. Donc le problème, c'est pas seulement de réifier les espèces, c'est aussi de réifier ce que l'on voit avec ses yeux à un niveau macroscopique. Donc en revenant au concept relatif, voilà, on pourra en citer d'autres. Je vous en ai cité deux, l'endémisme et l'adaptation, parce que c'est deux concepts qui sont assez courants. Et on gagne vraiment à dire, une fois pour toutes, dans quel référentiel on se situe. Alors à propos maintenant des modèles implicites d'évolution. Donc on le disait tout à l'heure, l'évolution biologique, c'est difficile à observer, parce que ça se passe, même quand ça se passe rapidement, ça se passe à un rythme qui n'est pas compatible avec le regard humain. Et en plus, on a quelque part des espèces de biais cognitifs. Alors c'est un mot qui est à la mode, parce que devant les controverses scientifiques en période de stress, comme notamment en ce moment pendant la pandémie, là, on s'aperçoit avec surprise que on n'a pas forcément un regard rationnel, même quand on essaye de rationaliser, quoi. Alors il y a toutes les fake news, les gens qui répandent un bruit, puis après tous les gens qui croient à ce bruit-là, etc. Voilà, il y a tout un déterminisme social et culturel derrière ça. C'est intéressant, et ça montre bien la difficulté de la relation de la science à la société. Qui a aussi le fait qu'il faut que les personnes en général comprennent ce que c'est que la science, que ce n'est pas des affirmations de principes qui sont valables pour l'éternité, que ce sont des propositions qu'on n'a pas réussi à détruire et pour lesquelles on a trouvé des arguments à la fois théoriques et empiriques, voilà, mais qui sont malgré tout, qui restent à la portée d'une destruction si jamais un jour quelqu'un apporte une contradiction. Alors évidemment, quand ce sont des faits ou des théories qui ont été vraiment confortées depuis très longtemps, qu'on a essayé de détruire de multiples fois sans succès, bien évidemment, elles ne vont pas être mises en cause. On ne va pas remettre au goût du jour la génération spontanée, par exemple, ou détruire la théorie biologique de l'évolution. Mais par contre, pour des éléments beaucoup plus restreints de ces théories, il peut y avoir des choses qui changent année après année. Et quand on a affaire à des phénomènes nouveaux, évidemment, on a plus de chances encore de voir ce changement, puis de voir des différences d'opinion en fonction, même en fonction d'expériences bien conduites, et alors encore plus en fonction d'observations, d'expériences mal conduites, bien sûr. Donc le citoyen moyen, même avec une éducation assez remarquable, peut avoir du mal à comprendre cette manière de voir le monde, qui est finalement celle de l'épistémologie. Et alors la notion d'évolution, on la touche du doigt en ce moment avec le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est intéressant, parce que peut-être finalement qu'aujourd'hui, avec les questions de variants et puis d'échappement vaccinal, on commence à comprendre finalement que la biologie de l'évolution est importante. Pour autant, on entend souvent des scientifiques, des médecins qui sont de très bons thérapeutes en parler de manière très maladroite, et on ne demande pas toujours à des évolutionnistes d'expliquer comment ça peut se dérouler. Je vous renvoie d'ailleurs à un article récent sur le site The Conversation d'un évolutionniste, Samuel Alison, qui parle d'évolution de la virulence. C'est extrêmement intéressant. Et donc, dans notre manière de concevoir l'évolution, en plus, on a vraiment une vision très anthropomorphique, très anthropocentrique. Parce que notre manière de percevoir le monde, notre manière de raisonner, elle est liée à nos sens, elle est liée à nos capacités, à nos actions quotidiennes. En règle générale, quand on regarde le monde, on fait des classements très très simplistes, parce qu'on ne va pas faire une analyse multivariée dans sa tête, on ne va pas construire un graphe à 3 dimensions dans sa tête, on est incapable d'opérer certaines opérations intellectuelles de mémoire ou même sur le papier. Si je vous demande de réaliser un alignement entre 10 séquences de nucléotides de 3000 paires de bases de long, non seulement vous aurez du mal à faire ça même sur un grand écran d'ordi, mais en plus ce que vous ferez à la main comme ça en poussant à droite à gauche tel ou tel nucléotide, en insérant, en délétant, etc., ça va être faux au plan algorithmique, parce que vous n'aurez pas appliqué les mêmes principes à chaque opération pour arriver à ce résultat.
Donc on regarde les choses, on les classe de manière très, très grossière. Hein. Je vais dire, ça c'est une table, parce qu'il y a un plateau puis des pattes. Et puis à côté, il y a une chaise. Apparemment, c'est une assise à hauteur de jambes et de tronc d'une personne. Et puis si je voyais par exemple ça, je veux dire c'est un pupitre, ou alors c'est une table plus petite et plus haute que celle-ci. On a toujours tendance à faire ce type de comparaison, hein, et on le fait à propos de tout et n'importe quoi. On va dire c'est une grosse espèce, ou une petite espèce, ou une espèce qui vit très longtemps. À propos des êtres humains, à propos de n'importe qui autour de nous, on va dire cette personne elle est gentille, ou cette personne elle est méchante, ou elle est grande, elle est petite, elle court vite, etc. On a tendance à classer en grades, quoi, parce que c'est beaucoup plus simple. Quand vous parlez d'une personne que vous aimez bien, vous allez dire elle est gentille, vous n'allez pas dire non seulement alors elle est altruiste, elle est équanime, et puis elle est généreuse. Vous n'allez pas énumérer, hein, dans un monde multidimensionnel, les qualités que vous affectez à une personne. Vous allez, en 2 mots, vous allez la définir. C'est pareil pour tout ce qui nous entoure. Et de fait, on s'aperçoit que la manière de regarder le vivant, son évolution, a toujours été considérée de fait de manière un peu simpliste. Alors si vous lisez l'histoire naturelle d'Aristote, ça peut sembler un peu naïf comme ça, donc on peut être un petit peu comment dire, condescendant. Dans Aristote, il y a des dichotomies qui peuvent vous sembler assez simplistes, parce que il avait devant lui un certain nombre d'organismes qui se ressemblaient entre eux, donc il a appelé ça des êtres vivants différents. Pour lui, dans sa théorie philosophique, ils étaient d'essences différentes, donc c'était vraiment des éléments qui étaient caractérisables de manière essentielle. Donc déjà, ça n'aide pas à imaginer une transition évolutive, hein. Et puis il a essayé de les ranger en grands groupes, et il a pris un caractère. Par exemple, est-ce qu'il y a du sang rouge ou pas de sang rouge? Est-ce qu'il y a 4 pattes ou pas 4 pattes? Et donc ce sont évidemment, c'est la même démarche, on pourrait dire quelque part, qu'une démarche de classification actuelle, à pas mal de choses près, mais surtout c'était basé sur quelques caractères. Et donc il y a aussi une vision assez gradiste dans Aristote, hein, parce que là encore, quand on prend que quelques caractères, on a tendance d'aller du plus simple au plus compliqué, du plus petit au plus grand, etc. Et même quand les gens ont commencé à avoir une vision un peu plus phylogénétique au sens strict, comme par exemple Haeckel, un des grands précurseurs de la zoologie moderne au XIXe siècle, là, on connaît ces arbres classiques, hein, qui sont figurés partout, vous vous rendez compte que l'homme est toujours au sommet, et puis on va quelque part un peu du plus simple au plus compliqué, même si quelque part la manière de figurer les groupes là est basée sur beaucoup plus de caractéristiques, a du sens, qu'il y a plein de choses qui sont extraordinairement bien perçues par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, etc. Voilà. Et évidemment, en plus, ce qui va de pair avec l'anthropocentrisme, c'est pas seulement notre tendance à classer les organismes ou le vivant du plus simple au plus compliqué, c'est aussi évidemment qu'on est on est naïvement vaniteux, et on se pense toujours plus compliqué, plus intéressant, hein. Et donc on a vraiment cette vision gradiste, elle continue à se perpétuer, hein. Et pas seulement en plaçant l'homme au-dessus du reste, hein. Vraiment, on le voit au quotidien, hein. Quand vous parlez de conservation d'organismes, évidemment, vous parlez infiniment plus des girafes, des éléphants ou des oiseaux que vous parlez d'insectes. Voilà. Même si, finalement, au quotidien, la pollinisation ou la décomposition de la matière organique a infiniment plus d'importance comme ça, au sens utilitariste à court terme, que l'existence des éléphants en Afrique. Alors, je ne suis pas en train de faire un jugement à rebours, à contrario, hein, évidemment, mais pour vous montrer qu'on a vraiment une vision qui est, malgré tout, toujours très gradiste. Et encore plus en dehors des sciences, mais même dans les sciences. On a fait un travail avec un doctorant il y a quelques années, Julien Troudet. On avait repris 600 millions de données de biodiversité qui étaient en accès libre sur le serveur sur le portail du GBIF, un système d'information géré par un consortium international de 59 pays. Et on avait regardé en fait les biais en termes de nombre d'occurrences par rapport au nombre d'espèces. Et on avait essayé de leur trouver une cause, et en fait on se rend compte avec des analyses sur les informations qui sont disponibles sur le web, avec des analyses statistiques, en réalité que les scientifiques étudient plus certains organismes simplement parce que la demande sociétale est plus forte.
c'est beaucoup plus valorisant pour un scientifique d'étudier des grands mammifères en Afrique que d'étudier un petit groupe d'insectes ou de plantes méconnues. Et ça, malheureusement, cette valeur sociale, elle se traduit à l'échelle du monde entier, année après année, elle se traduit par des biais énormes en matière taxonomique, et puis qui ont des conséquences, parce qu'au plan fonctionnel, encore une fois, c'est pas le plus gros, le plus beau, celui qui suscite le plus d'empathie qui est le plus important pour les écosystèmes, ou même pour nous, de manière très utilitariste. Donc en fait, ce gradisme, il a commencé un peu à être mis en doute quand on a éclaté les organismes en caractères, quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas essayer de les classer sur un caractère comme Aristote ou de manière globale, de manière phénétique. Mais quand on a commencé à essayer d'étudier des caractères différents dans le détail, et bien sûr, avec l'avènement de la phylogénie moléculaire qui a donné accès à beaucoup de caractères et de plus en plus de caractères, ça a encore changé la donne. Et donc, en plus, la phylogénie a changé la donne aussi parce qu'elle n'étudie pas des relations généalogiques d'ancêtres à descendants, mais des relations entre groupes frères, ce qui aide aussi à faire comprendre qu'aucun organisme n'est au-dessus d'un autre. Si je vous dis qu'on est groupe frère du chimpanzé, ça veut pas dire qu'on est descendant du chimpanzé ou qu'on est plus haut que le chimpanzé, comme dans un arbre de Haeckel. Et c'est toute la limite de ce fameux grade, là, de ce fameux dessin que vous voyez avec le chimpanzé, les hommes préhistoriques et l'homme à droite. C'est que là, si vous utilisez cette figure pour expliquer, par exemple, à des élèves de l'école primaire ce que c'est que l'évolution, c'est totalement trompeur. Parce que d'une part, vous allez leur laisser penser que l'homme est effectivement plus évolué que le chimpanzé. Et puis, et évidemment, dans ces cas-là, notre esprit convoque immédiatement plein de faits, en oubliant soigneusement tous ceux qui sont contradictoires. Voilà, que le fait que le chimpanzé invente des médications, ça on le met de côté, puis on pense à notre technologie, notre philosophie, nos créations artistiques, etc. Et puis on oublie. Et puis ce schéma, il est aussi totalement trompeur, puisqu'il est pseudo-généalogique, et il laisse à penser que le chimpanzé est notre ancêtre, alors qu'en réalité, il n'est pas notre ancêtre. On a un ancêtre commun. Et donc la phylogénie aide à faire comprendre ça, c'est-à-dire que finalement, vous êtes le groupe frère du chimpanzé, vous n'êtes pas... si on voulait vraiment faire une métaphore généalogique, ce qui est toujours un peu trompeur, on pourrait dire qu'il est notre cousin, un très lointain cousin, mais dire qu'il est notre ancêtre, c'est idiot. Et dire qu'on est plus évolué, c'est également idiot. Et malheureusement, encore une fois, ce type de biais est courant. Il y a une très bonne revue qui est en accès libre qui s'appelle Evolution, Education and Outreach, et dans lesquels vous avez beaucoup d'articles sur ces sujets-là, qui sont des articles qui sont aussi destinés à aider, par exemple, des enseignants, que ce soit des enseignants scolaires ou universitaires. Et il y a eu un article récemment, justement, qui faisait un peu la chasse aux opinions gradistes, et c'était très intéressant parce qu'on se rendait compte que elles perdurent. On pense naïvement, du haut de notre savoir scientifique, on pense que on a définitivement déraciné ce genre de propos idiots et qu'on trouve plus que ça que dans les médias non scientifiques ou chez la personne non scientifique. En réalité, même chez les scientifiques, je vous assure qu'on trouve ça en permanence. Si vous cherchez un peu, moi à l'origine, j'étudie l'évolution du comportement chez les blattes, un groupe d'organismes sinistrement connus par les blattes domestiques, mais qui comporte au moins 4000 espèces dans le milieu naturel. Et je peux vous assurer que dès que vous allez sur des publications dans des super revues qui traitent de la blatte comme animal modèle de laboratoire, qui traitent de sa neurologie, de sa biologie cellulaire et tout, il y a presque toujours dans l'intro une phrase idiote qui dit « c'est un animal qui a traversé les temps géologiques depuis le Carbonifère et qui n'a pas évolué d'un poil et qui est super adapté dès le départ ». Ce genre de bêtises gradistes, on le trouve en permanence dans la littérature, surtout évidemment chez les non-évolutionnistes, mais même chez certains évolutionnistes, et alors a fortiori dans le reste de la société. Et pour soutenir cette image gradiste, malheureusement, il y a des organismes qui sont convoqués à l'aide de cette classification, ce sont les relictes. Les relictes, en fait, c'est tout simplement, comme le schéma en bas vous le montre ici, ce sont des organismes qui sont... La relicte, c'est R, la branche noire dénommée R, qui est groupe frère de tout un groupe d'organismes en rouge qui ont disparu. Voilà. Ça peut être un groupe qui était important, comme par exemple celui des gynocoales au Crétacé, il y avait plein d'espèces. Et quand vous regardez les fossiles de ces gynocoales, par malheur, je dirais, pour comprendre l'évolution des gynocoales, les feuilles ressemblent furieusement aux feuilles d'un ginkgo biloba d'aujourd'hui.
Vous voyez, là, je réifie l'espèce. Ce que vous voyez, c'est un ginkgo qui est dans mon jardin, dans l'Essonne. Ce n'est pas du tout l'espèce ginkgo biloba. Donc ce raccourci, on le fait sans arrêt. Donc en fait, le ginkgo, d'aujourd'hui, c'est le survivant d'un groupe qui a été marqué par l'extinction. Mais ça ne fait pas de lui un organisme très ancien. Le ginkgo, il peut être le survivant du premier événement de diversification dans un clade des ginkgoales aujourd'hui quasiment complètement éteint, ou il peut être un événement, il peut résulter d'un événement de spéciation relativement apical. On ne sait pas. Pour faire ça, il faudrait faire une phylogénie des ginkgoales avec tout ce qui est connu comme fossile et puis intégrer l'espèce actuelle dedans. Et on aurait peut-être une surprise. Peut-être que le ginkgo d'aujourd'hui, c'est une espèce super récente et pas du tout. Voilà. Donc, mais quand on voit un ginkgo, on a tendance à ou un sélacanthe, ou un tuatara, enfin tous les organismes dits relictes, qu'on appelle aussi chaînons manquants, fossiles vivants, enfin toutes les dominations un peu trompeuses, on le convoque pour parler de gradisme. On va dire le ginkgo, vous voyez, il a des feuilles qui ont une innervation super archaïque. Donc c'est un fossile vivant, c'est un témoin de l'évolution. Chez un chaînon manquant, il vous montre comment étaient les plantes au début, etc. Alors qu'en réalité, le ginkgo en question, il est relativement récent, puis il a gardé certains caractères archaïques, mais il a acquis aussi des caractères très modernes. Donc ce gradisme, vous en trouvez la trace aussi chez ce type d'organismes qui sont sans arrêt convoqués voilà, récemment, vous avez peut-être entendu dans les grands incendies en Nouvelle-Galles du Sud, là, à un moment donné, il y avait des pompiers qui ont été envoyés en mission de sauvetage dans un parc naturel pour essayer de sauver une réserve où il y avait en fait un araucariacé, un conifère d'un groupe de l'hémisphère sud, les araucarias. Et c'est le pin Wollemia, c'est un genre d'araucaria, et il y a une population pas très grande qui se trouve dans une petite réserve forestière en Australie qui était menacée par le feu. Donc c'est un organisme intéressant, parce que lui-même il est aussi une espèce relicte d'un groupe qui était beaucoup plus diversifié il y a quelques dizaines de millions d'années. Mais les journaux ont titré des titres invraisemblables en disant le The Dinosaur Pine, l'arbre dinosaure a été sauvé, quoi. Donc c'est vraiment l'expression d'un gradisme, et on lui donne une valeur qui n'est pas la sienne. Il a une valeur, certes, mais sa valeur n'est pas d'être quelque chose d'ancien. Alors un autre modèle implicite d'évolution, c'est l'irréversibilité. De la même manière qu'on classe les choses du plus simple au plus compliqué, du plus primitif au plus évolué, évidemment, quand on parle du plus primitif au plus évolué, on ne va pas imaginer en plus qu'il puisse y avoir des sortes de retours en arrière, ou des bifurcations. Si on fait un modèle aussi simple que ça, en règle générale, ça ignore complètement des événements qui sont un peu incohérents avec ce grade. Par exemple, là, je vous ai mis la photo d'un grillon en Amérique centrale. Alors, c'est un groupe de grillons dans lequel vous avez des espèces qui vivent dans les sous-bois forestiers, et puis certains d'entre eux vivent dans des grottes. Et alors, la théorie sur l'évolution de la vie cavernicole, dite troglobiotique, c'est de dire qu'on évolue, on rentre dans une grotte, puis après on est piégé dedans parce qu'on s'adapte de manière pénible et très très particulière, et on est incapable d'en ressortir. Donc c'est un modèle typiquement classique d'irréversibilité. Et là, la personne qui a étudié ce groupe s'est aperçue, en fait, quand on réalise l'analyse phylogénétique du groupe, qu'il y a des espèces qui sont épigées, qui vivent à l'extérieur des grottes et qui se trouvent à l'intérieur d'un clade de cavernicoles. Donc manifestement, il y a eu une réversion vers le mode de vie épigé. Alors quand ce résultat est sorti au départ, moi j'étais présent dans le congrès où ça a été présenté, un congrès de gens qui étudiaient la vie cavernicole. Je peux vous dire que la pauvre personne, elle s'est fait assassiner, parce que tous les gens qui étaient là ont fait des rodomontades en disant ça m'étonnerait que ça soit possible, oui c'est mal caractérisé, ou alors vous dites ça parce que le grillon en question c'était pas un vrai cavernicole, c'est la raison pour laquelle il a pu ressortir des grottes, etc. Et puis bon, 20 ans après on y est, il y a plein d'études qui ont été faites dessus et on se rend compte que effectivement c'était bien un cas de réversion, quoi, aussi désagréable que ça puisse paraître pour les gens qui ont un modèle simpliste d'évolution qui va du plus simple au plus compliqué, en l'occurrence de la bestiole épigée à la bestiole super adaptée, telle qu'il la voit, à la grotte. Alors un autre modèle d'évolution, je voulais rajouter là in extremis, c'est tout ce qui est, c'est aussi une question d'anthropocentrisme, c'est le finalisme. Parce que c'est aussi l'anthropocentrisme, pourquoi ? Parce que dans notre monde à nous, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pratiquement nos productions, nos constructions. Si je vous parle de la chaise et de la table qui se trouvent là, ça a été construit par l'homme. Et ça a été conçu par l'homme. Et la structure, telle que ça a été conçu, quelque part derrière, il y a une finalité, même si elle est partielle, parce qu'on s'inspire de modèles fonctionnels anciens, quelquefois qui n'ont plus tellement de sens. Si vous achetez un buffet
Henri VIII avec des portes sculptées, etc. Dedans, il y a pas mal d'archaïsmes finalement qui ne sont pas forcément très fonctionnels. Néanmoins, ce buffet, au fond, il a un corps, des portes, et il a pour fonction d'abriter des choses à l'intérieur. Donc on peut dire qu'il a été construit pour stocker de la vaisselle, du linge ou que sais-je d'autre. Quand on parle, et on applique ce raisonnement-là aux vivants également autour de nous. Là, par exemple, je vous ai mis une brève de France Info qui a été faite avec le nouveau magazine scientifique Epsilon, là, très intéressant. Et malheureusement, le journaliste, qui est pourtant intéressant en ordinaire, là, il a sa langue à fourcher. Il a mis « Les animaux évoluent pour s'adapter au réchauffement climatique ». Pour s'adapter. Alors l'idée, c'est qu'ils se rendent compte simplement que chez les animaux homéothermes, la capacité à faire avec des températures assez hautes, c'est un rapport volume-surface. Donc si vous êtes tout rond, vous avez un minimum de surface pour un maximum de volume, vous avez du mal à échanger la chaleur. Si vous êtes allongé, si vous avez des membres qui s'allongent, vous allez avoir une capacité à perdre la chaleur beaucoup plus rapidement, à thermoréguler plus facilement, par évaporation notamment, puis aussi simplement par un effet de surface. Et on s'aperçoit que chez certaines espèces, si on les observe génération après génération, dans un milieu qui se réchauffe, leur capacité à faire avec une moyenne de température plus élevée sur l'année, c'est aussi de changer de morphologie. Mais là, en l'occurrence, on n'évolue pas pour s'adapter. On évolue et on s'adapte en changeant, pas pour changer. La petite souris que vous voyez là, évidemment, elle ne s'est pas dit un jour, tiens, si j'avais des petits avec des pattes plus longues, ils se porteraient mieux quand il fait très chaud pendant les canicules. Il se trouve simplement que parmi les individus, il y en a qui ont eu les pattes un petit peu plus longues et puis qui ont mieux survécu et qui ont eu plus de descendance. Donc le finalisme, c'est aussi quelque part une manière anthropomorphique de voir la nature. La nature, ce n'est pas un travail de designer, à moins que vous soyez un partisan d'une création divine. La nature, en fait, elle change, et puis il y a des différentiels de survie et de reproduction. Voilà, donc je vais finir sur les principes de base pour dépister. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas le magic bullet des anglo-saxons, la balle magique. Il n'y a pas l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine pour dépister les conceptions erronées en matière de science. Il y a tout simplement le fait d'avoir un regard un peu distancié. On prend un peu de hauteur, toujours. On revient aux concepts, à leur définition, à leur domaine d'application. Donc, à chaque fois, et surtout, on y revient par rapport à des questions. Parce qu'on n'y revient pas en général, vous n'allez pas relativiser la notion d'adaptation pour le plaisir, évidemment. Quand vous allez entamer une étude scientifique, vous allez vous poser une question dans une thématique générale, puis après vous allez affiner cette question, et puis après vous allez essayer de construire un test à propos de cette question. Et le but, c'est d'arriver à formuler cette question de la manière la plus simple possible, la plus générale possible, et d'arriver à comprendre quels sont les présupposés au sein de cette question. Et donc, de fait, quand vous vous posez une question, vous utilisez des concepts existants, et là, vous avez intérêt justement à vous poser la question de leur définition, de leur domaine d'application, et lier les questions et les concepts, et pas avoir les glissements qu'on a vus où quelquefois on prend ses désirs pour des réalités. Et donc on n'est pas un observateur, distant, on est forcément impliqué dans son expérience. C'est impliqué dans l'observation. Si c'est vos yeux qui observent, vous ne pouvez pas faire comme si ce n'était pas vous. Donc vous êtes forcément impliqué, et il faut en tenir compte, être conscient de ça. Et l'important, c'est d'adopter une position qui soit logiquement indépendante par rapport à la question que vous posez. Le but, c'est pas d'être un pur esprit, qui s'élève au-dessus du monde et puis qui voit les choses avec un détachement sublime. Le but, c'est d'arriver à vous dire, voilà, par rapport à la question que je me pose, il faut que j'imagine un protocole d'observation ou d'expérience qui fasse que je n'incorpore pas dans ce protocole des a priori qui vont fausser mon test. Voilà. Donc ça paraît simple à dire. Dans la réalité, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais c'est tout l'intérêt de la démarche scientifique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.